Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte, et cette fois-ci on va se concentrer sur notre top 10 des meilleurs films vus en 2024. Et comme d'habitude, j'ai la chance d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va, Thibaut? Chance partagée, Max, puisque moi Oui, aussi j'ai de la chance de t'avoir avec moi. Ça va très bien et toi? très bien, très bien. Je vois que ton ticket est composté, donc on est bien installé, on peut commencer directement. Alors en numéro 10, là ce sera une série. C'est plutôt une série feel good. Ça a été créé par Alexis Hawley. Ça se passe aux États-Unis, à Los Angeles. Et c'est une note un peu plus légère et feel good, comme je disais. Ça s'appelle The Rookie, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire le débutant. Et on va suivre trois jeunes recrues dans les services de police d'un commissariat de Los Angeles. Ce sont trois jeunes recrues d'un point de vue donc, de leur expérience, parce qu'ils ont des profils très différents. On va suivre un homme qui a passé la quarantaine, il est même presque au début de la cinquantaine, qui avait l'habitude de travailler dans le secteur de la construction et qui maintenant cherche à se réinventer dans un job qui est un peu plus, un travail qui est un peu plus social, en contact avec le peuple, et pour essayer d'avoir un impact positif sur la société. On a une deuxième personne qui est un jeune homme assez doué, qui est fils d'un commandant de police, donc il a une certaine pression sur lui pour faire aussi bien que son père. Et puis une jeune femme, plutôt des origines asiatiques, donc il y a aussi une pression familiale assez spéciale. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi se lancer dans la police plutôt que de faire un travail qui rapporterait plus. Et donc, on va suivre en fait la vie de ce commissariat, ces trois carrières avec des dilemmes, des difficultés du monde policier, aussi à Los Angeles, donc qui est une ville, une grosse métropolis aussi, donc une série qui essaye d'avoir un côté assez positif sur la vie et les actions des policiers à travers ces drames, mais tout n'est pas rose, évidemment, donc on va bien comprendre qu'il y a certains dilemmes. Il y a aussi de bons policiers, de moins bons policiers, donc on ne se le cache pas. Mais on essaye de redorer un petit peu le blason de la police du point de vue américain. C'est mon numéro 10 pour l'année. Et c'est donc une série qui s'étale sur 4 ou 5 saisons, donc on va suivre les différents parcours, en passant de rookie, donc les jeunes recrues, à un poste plutôt statutaire de policier, les trajectoires des personnages. On va voir qu'ils changent au fil du temps, donc ça reste aussi intéressant. Et un casting qui est très réussi. Je pense des dialogues et des histoires qui tiennent debout et des personnages attachants. Alors, mon numéro 9, ce serait Munich Edge of War de Christian Schwarzschild. Donc j'avais déjà des problèmes de prononcer ce nom à l'épisode précédent parce que j'en ai parlé dans l'épisode 31 sur l'espionnage. Je n'en parlerai pas trop ici. Le seul côté intéressant, c'est de voir peut-être une autre vue sur l'importance, on pourrait dire, analyser ou une seconde analyse sur l'importance peut-être de Chamberlain, enfin, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui pourrait peut-être faire réfléchir. Il a essayé, la manière dont le film le présente, c'est qu'il est parvenu à faire un peu gagner du temps pour que les Alliés se renforcent en essayant de négocier avec Hitler. Donc, à voir si, je sais que l'histoire lui donne peut-être une mauvaise presse, mais le film présente les faits d'une manière un peu différente. Ça reste intéressant à voir. C'était une belle histoire avec des destins croisés, un groupe d'amis qui au départ étudient ensemble et puis qui vont finir par travailler pour les services secrets ou les services de l'armée des différentes nations, donc en Allemagne et en Angleterre. Une belle réussite. Ça, ce serait pour les deux derniers de mon top. Alors moi, pour ce top 10, déjà, je vais encore, comme l'an passé, faire un top 11. Je suis désolé, mais je voulais vraiment parler du 11e. Et ce seront que des films sortis en salle cette année. Et donc ce numéro 11, d'autant plus que il est toujours à l'affiche, donc c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent d'éventuellement le rattraper s'ils ne l'ont pas encore vu. Il s'agit du film En fanfare d'Emmanuel Courcol. Alors, c'est un film français, je le précise parce que oui, dans ce top, on pourrait croire qu'il n'y a que du cinéma d'auteur ou des choses comme ça, mais pas du tout, hein. Il y aura des films français, des grosses productions américaines, des petits films plus intimistes, quelque chose d'assez... Il y en aura pour tout le monde, quoi. Et donc, ce En fanfare, c'est plutôt une comédie française. Et on a ici
un chef d'orchestre qui est interprété par Benjamin Laverne, mondialement reconnu, qui tourne un peu partout. Il est malade et il doit subir une greffe pour pouvoir continuer à vivre puisqu'il il a atteint de leucémie. Et alors, en fait, il découvre, juste parce qu'il est malade, qu'en fait, il a un frère, qu'on ne lui en a jamais parlé. Simplement, à la naissance, lui est allé dans une famille où il a pu développer son talent musical et devenir ce chef d'orchestre reconnu, alors que son frère, en fait, a vécu dans une famille beaucoup plus modeste. Et aujourd'hui, il fait de la musique. Ce frère fait de la musique aussi. Il est interprété par Pierre Lotin, qu'on a vu dans Les Tuches, film très très différent, il faut bien le dire. Et ce frère donc, joue dans une fanfare. Il joue du trombone, mais de manière donc très en amateur, quoi. Et donc ils vont apprendre un peu par la force des choses à se connaître, même s'ils sont extrêmement différents et qu'on voit bien que la différence de milieu fait qu'ils ne seront jamais de vrais frères de vrais frères entre guillemets, puisque voilà, ils ont des destinées tellement différentes que voilà, c'est difficile de vivre ensemble alors qu'on n'a pas du tout ce même passé. Et alors, ce qui est extrêmement particulier aussi, c'est que le personnage interprété par Pierre Lotin, il a l'oreille absolue. Donc quelque chose de tout à fait rare, et donc comme quoi en fait ces deux, s'ils sont frères, ce n'est pas pour rien, ils ont tous les deux visiblement un don inné pour la musique. Simplement, ce que le film illustre, c'est que le milieu dans lequel on vit permet d'exploiter ce don ou de ne pas l'exploiter du tout. Moi, ça me fait passer aussi un peu presque ce film, je pense que c'est La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtilliez, où on a comme ça un échange de bébés et avec des familles très très différentes, et donc forcément on vit pas dans le même milieu, donc on n'a pas la même trajectoire de vie. Ici c'est un peu ça. Alors c'est traité sur le ton de la comédie, donc il y a de l'humour, on s'ennuie pas du tout. C'est un film qui fonctionne super bien aussi en salle, puisque il a obtenu plusieurs prix du public. Et moi pour avoir entendu en fait des personnes en parler derrière moi, et pour avoir aussi entendu à l'entrée du cinéma, le film est vraiment très très fort apprécié. Preuve que je trouve que c'est vraiment important à signaler, parce qu'on a à la fois en fait une comédie avec un fond quand même social qui est important et donc qui est traité de manière intelligente, assez rare, et donc ça vaut la peine d'être signalé. Et je répète, c'est un film qui fonctionne très très bien, que les gens apprécient beaucoup, donc à rattraper si ce n'est pas déjà vu. Alors en numéro 10, j'ai envie de dire que c'est encore pire, là c'est même une comédie française qui est produite par TF1. Donc là, comme quoi, faut pas aller dans les clichés, il faut parfois sortir un peu de sa zone de confort, mais en tout cas de ses préjugés, ça c'est sûr. C'est Et pas la première fois cette année d'ailleurs. Mais est-ce que j'en ai déjà parlé? Ça s'appelle Nous les Leroy. Je ne C'est pense tous pas sur une- celui-ci, mais que tu fasses les louanges de TF1. Donc, c'est pas la première Oui, fois. Je oui, te laisse oui, continuer. ça reste assez rare quand même. Donc Nous les Leroy, c'est un film de Florent Bernard. Enfin, j'ai un peu regardé qui a sorti d'autres films avant, mais qui ne peut pas dire qu'il se soit fait très très fort remarquer. Et c'est avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Charlotte Gainsbourg interprète le rôle de Sandrine. Donc ils ont 2 enfants, ce couple-là, et elle veut divorcer. Alors que son mari, il est toujours amoureux de sa femme, il veut qu'ils restent ensemble, et donc il va tout faire pour qu'elle reste. Et il se dit, pour ça, je veux organiser un week-end où, surprise, et après ce week-end-là, elle voudra forcément rester avec moi. Et donc l'occasion presque d'un pèlerinage des endroits importants de leur amour symbolique, etc. Alors, bien évidemment, ça rate complètement, tout tombe à l'eau, enfin, tout tombe complètement à l'eau. Et alors, donc voilà, ici, donc on est vraiment plus dans la comédie, puisqu'on a moins de, je dirais, on n'a pas un fond social, on n'est pas dans la comédie sociale comme pour En fanfare. Néanmoins, ce qu'il faut pointer ici, c'est la qualité d'écriture, parce que c'est extrêmement drôle. Le couple Charlotte Gainsbourg-José Garcia, ils se balancent des vannes tout le temps, et c'est vraiment tordant. Je veux dire que Charlotte Gainsbourg, on a souvent tendance à la voir dans des rôles en plus. Elle fait un peu toujours la même chose, je trouve, où elle joue cette femme un peu blasée. Ici, je trouve qu'il y a un peu plus de profondeur, elle a un peu plus de dents, elle est mieux exploitée, quoi. Donc ça, si on n'apprécie pas Charlotte Gainsbourg, justement, allez voir le film, vous verrez que là, elle peut se donner un peu plus, et ça vaut la peine. Donc oui, qualité d'écriture, comme je disais, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une production TF1, justement. Ce qui est bien vu aussi, c'est que le film arrive à être touchant. Donc malgré l'humour très bien écrit, dans sa deuxième partie, le film parvient à être touchant. Et voilà, et sans vouloir spoiler non plus, comme dans Fanfare, on ne dirige pas à la fin, le gros happy end avec il se marie et rire beaucoup d'enfants, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça reste une histoire.
pense que la volonté ici, c'est aussi de montrer que parfois dans un couple, il y en a un qui n'aime plus l'autre et l'autre n'a pas sur la même longueur d'onde. Mais voilà, comment est-ce qu'on parvient à gérer ça? C'est assez bien traité. Voilà, donc ça c'était Nous les Leroy et c'était mon numéro 10. Très bien. Mais je dois dire que Charlotte Gainsbourg, je l'ai vu dans quelques films et j'ai chaque fois l'impression je pouvais ressentir, je pense, cette qualité comique qui existe en elle. Mais oui, mais L'impression qu'on ne voit pas, oui, peut-être que tu l'as parvenu à la déceler, mais je trouve que c'est pas si évident que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on ressent enfin, moi, en tout cas, jusqu'ici, que je ressentais très très fort, alors qu'ici, ouais, c'est bien le cas. D'accord. Alors, pour mon numéro 8, donc ça c'est une découverte un peu par hasard sur Netflix, produit par Netflix. C'est une œuvre thaïlandaise que j'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs. Et c'est une comédie dramatique. Ça s'appelle How to Make Millions Before Grandma Dies. C'est de Pat Bonitipat. Donc, comment faire des millions avant que grand-mère ne décède. C'est un premier long métrage de ce réalisateur. Et on va suivre l'histoire de M. C'est un étudiant qui vient d'abandonner l'université. Il va tenter de percer comme streamer dans le monde des jeux vidéo. Il découvre que sa cousine accapare de larges sommes d'héritage en s'occupant de certains aînés de leur famille lors des dernières années, avec en fait l'espoir de récupérer les avoirs par testament. Et lui, par la même occasion, il va apprendre que sa grand-mère, Mengjo, souffre d'un cancer en phase terminale. Il va donc décider de s'inspirer de sa cousine et d'emménager chez sa grand-mère pour prendre soin d'elle, en espérant donc hériter de sa précieuse maison qui se trouve à Bangkok. Donc une maison qui ne paye pas de mine, mais qui a une certaine valeur. Donc au fil du temps, cette relation qui est plutôt tendue entre ce jeune homme M et la grand-mère va se transformer petit à petit en un lien plus profond. On va voir qu'on va aborder certains thèmes, donc la famille, l'amour et certaines complexités dans les relations intrafamiliales et aussi intergénérationnelles. Et ce jeune homme va petit à petit commencer à vraiment s'intéresser en profondeur à sa grand-mère. Il va lui poser des questions sur son passé. Il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait certaines choses, certaines habitudes. Bien qu'elle est un petit peu acariâtre, elle va petit à petit aussi se détendre et on va avoir une relation qui passe d'une certaine tension où elle sent directement qu'il a certaines idées elle se pose des questions sur vraiment ses motifs et elle se rend compte petit à petit qu'il a un bon fond et ils vont donc passer quand même pas mal de bons moments ensemble en allant au marché parce qu'elle essaie de revendre certaines choses qu'elle achète ou qu'elle cultive. Donc c'est un film qui a été très bien reçu, notamment en Asie du Sud-Est. Il a été peut-être même shortlisté par la Thaïlande pour les Oscars, donc il faudra voir s'il aura une chance. Ça a eu une belle narration, une narration émotive en profondeur, et ça reste aussi intéressant de voir un film qui n'a pas la patte ou l'influence occidentale. Donc c'est toujours bien de voir de nouveaux acteurs, de nouveaux visages, simplement une histoire avec un autre type d'humour, étant donné que c'est aussi une comédie dramatique. Donc ça reste une belle découverte, une perle qui est un petit peu cachée peut-être dans le catalogue Netflix. Donc malgré l'outil de recommandation, parfois les bonnes choses restent cachées. Je suis Oui. pas sûr que ce film soit disponible sur Netflix en Belgique parce qu'il est sorti en salle il y a quelques semaines. Donc moi j'ai eu l'occasion de le voir en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Et justement, je voudrais ajouter, je suis d'accord avec toi sur le fait que on a du cinéma pur Asie du Sud-Est, donc pas influencé par des blockbusters ou des choses comme ça. Et l'occasion aussi de découvrir certaines coutumes, y compris funéraires de Thaïlande, donc des choses qui nous sont complètement inconnues pour nous. Moi, j'ai apprécié aussi la relation, hein, comme ce qui se noue comme ça entre les deux protagonistes, cette approche un peu délicate. J'ai quand même deux petites réserves, c'est que c'est quand même cousu de fil blanc. C'est où on perçoit vraiment les intentions du réalisateur, on sait où il va, et voilà, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Et c'était un peu trop surligné par la musique, je trouve, parce la musique n'était pas toujours nécessaire, ou alors qu'il fallait ajouter peut-être un petit peu d'humour à certains endroits pour contrer un peu les intentions qu'on percevait un peu trop. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que en fait, je sais plus si c'est l'acteur principal ou le réalisateur, ils sont vraiment des stars là-bas sur place et que tout le monde connaît, quoi. Donc nous, ça nous semble juste un jeune garçon, enfin voilà, sans plus. Mais là, c'est vraiment une star en Thaïlande, quoi. Oui, donc tu dirais que parfois la musique tentait d'avoir un impact un peu trop larmoyant? D'accord. Les petites Tu notes le de mentionnes. piano comme ça qu'on Ah ouais, ressent. Ouais, moi j'ai trouvé. d'accord. J'ai pas fait fort attention. C'était peut-être un peu le jet lag aussi. Ah non, non, mais je veux dire, Je, je m'en souviens pas trop de cette partie-là. chacun sa perception, hein, mais Ouais.
Voilà, donc le film est vraiment sorti en salle en Belgique, Ah d'accord, mais pas en tu m'apprends France. tu m'apprends quelque chose. En numéro 7, il y aurait Substance de Coralie Farja. On en avait brièvement parlé pendant un épisode précédent. Et ici, c'est un film qui va mélanger science-fiction, horreur et même critique de la vie hollywoodienne et même de la société. C'est un prix du scénario à Cannes en 2024 et on retrouve dans le rôle principal Demi Moore, qui est une star américaine. Elle a sa propre émission télévisée, elle pratique l'aérobic, donc tous les jours ou même toutes les semaines, on peut la regarder et faire des exercices avec elle. Et cette émission est censée être renouvelée pour une nouvelle saison, mais elle apprend un peu par hasard qu'elle sera mise sur la sellette. On lui annonce bientôt la nouvelle de vive voix, ce qui va vraiment la déprimer. Comble de la malchance, elle est en fait victime peu après d'un accident de la route. Et c'est donc lors de cette visite à l'hôpital qu'on va lui suggérer de rejoindre un programme plutôt secret qui est lié au terme de substance. Et en fait, l'idée derrière ce programme, c'est que par voie de boîte aux lettres, une boîte aux lettres qui est en fait dissimulée dans un immeuble abandonné, elle va pouvoir se fournir en matériel pour tenter cette expérience, qui est en fait de se dédoubler et de faire naître une version plus jeune d'elle-même. Mais il y a plusieurs conditions, évidemment. Par exemple, ces deux personnes ne forment qu'une entité, donc il n'y a pas de elle et moi, c'est vraiment nous, on ne forme qu'une seule personne, et il ne faut donc pas l'oublier. Et chaque personne ne peut se déplacer, donc vivre dans le monde, que 7 jours. Après quoi, elle est censée revenir au chevet de son double, lui donner sa place. Donc, pour qu'elle puisse se régénérer et que l'autre personne puisse sortir dans le monde à nouveau. Cette régénération se fait via une sorte de coma, et donc il y a aussi ce besoin de prendre soin l'un de l'autre, étant donné qu'une personne ne vit à l'extérieur qu'à la fois. Mais ce qu'on va rapidement voir, c'est que Elizabeth Sparkle, donc cette star déchue, jouée par Demi Moore, va donner naissance à Sue, qui est jouée par Margaret Qualley, qu'on connaît via notamment, elle a joué dans Once Upon a Time in Hollywood et aussi dans The Maid, une série assez reconnue sur Netflix. Donc la scène où on donne naissance donc à son double est assez intense parce que Sue, donc la jeune femme, va sortir de l'enveloppe corporelle d'Elizabeth par le dos. Donc dès le départ, c'est une scène déjà assez gore, assez grotesque même, avec le nouveau clone qui va devoir directement recoudre cette enveloppe corporelle et prendre soin directement aussi en attachant une sorte de transfusion intraveineuse pour nourrir l'enveloppe corporelle. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ces deux femmes vont devoir habiter de manière plutôt asynchrone, en se respectant l'une l'autre, sans jamais vivre les mêmes moments, mais en voyant et en se rendant compte des défauts et peut-être des abus qui arrivent. Donc, on va voir Demi Moore qui ne respecte pas forcément la diététique qui est imposée, et de l'autre côté, le personnage joué par Margaret Qualley qui va abuser de son temps, qui est censé rester 7 jours dans le monde et qui rajoute quelques heures, puis parfois quelques jours, ce qui va avoir un impact négatif sur le corps et sur même l'enveloppe en elle-même de son autre double, joué par Demi Moore. Ce qu'on va aussi observer, c'est que la jeune Sue va prendre le rôle laissé par Elizabeth. Donc, elle va postuler pour reprendre le rôle de danseuse aérobique, de star de la télé. Elle va être couverte de succès assez rapidement. Et ça va créer une sorte de tension, une sorte de jalousie aussi. Et cette envie va s'installer dans le cœur d'Elizabeth et on va voir donc deux personnes qui vont évoluer de manière en parallèle, mais qui vont aussi se mettre pas mal de bâtons dans les roues jusqu'à un final qui est grandiose à la Tarantino, un peu grotesque aussi. Peut-être les dernières 20 minutes du film m'ont pas trop convaincu, mais on pourrait aussi voir ça comme une lente descente dans la folie, forcée évidemment par la réalisatrice de moquer un peu le genre gore et le genre d'horreur, de film d'horreur. Ça reste un film, une expérience cinématographique avec de temps à autre un peu de sang aussi. C'est mieux de prévenir. Oui. Pour ma part, donc moi je vais passer au numéro 9. Mon numéro 9, c'est un film belge. Il s'appelle La nuit se traîne de Michiel Blanchard. Et c'est un premier film, c'est important aussi à signaler. Et ici on est on est un peu dans un film de genre aussi, hein, finalement. C'est là, ça se situe à Bruxelles, hein. Donc on a un étudiant qui est qui en job sur le côté, on va dire,
est serrurier et donc répond à des appels, personne n'arrive plus à rentrer chez elle, quoi. Et donc ici, voilà, il reçoit un appel et d'une jeune fille et voilà, voilà, il ouvre la porte et puis finalement, elle le laisse un peu en plan et il se retrouve au milieu d'un trafic de drogue, si je me souviens bien. Et donc, c'est un terrible engrenage dans lequel il se retrouve pris, puisqu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et finalement, on l'accuse, il parvient à s'échapper et ça devient une course-poursuite à travers Bruxelles. Je veux dire, il y a un côté très plaisant à découvrir, comme Bruxelles, et que nous, Belges, forcément, nous connaissons, de nuit, avec cette ambiance thriller, très prenant, vraiment palpitant. Et alors, ce qu'il faut vraiment mentionner, c'est que c'est hyper bien maîtrisé, parce qu'on se doute bien que un film de genre qu'on verrait comme ça aux États-Unis, on aurait tout de suite des millions et des millions de dollars, et il n'y aurait pas de... Voilà, il serait beaucoup plus facile à réaliser. Ici, c'est fait avec des moyens bien plus limités, et pourtant ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant plus que c'est aussi ancré dans une certaine réalité bruxelloise, parce qu'on voit que le réalisateur connaît la ville, qu'il décide, voilà, on n'en est pas encore dans des émeutes, mais en tout cas, là, il y a une certaine tension sociale aussi dans la ville à ce moment-là. On retrouve, c'est marrant aussi, donc Romain Duris fait une apparition, non pas dans un rôle de comédie ici, mais pour le coup, plutôt vraiment de grand méchant, hein, pour dire les choses. Presque du coup, un peu du contre-emploi finalement. Donc, même si c'est un rôle secondaire, c'est à mentionner. Et alors, moi, le final qui est comme ça, où le jour se lève dans la gare du Nord, moi, je me suis dit, il faut que je retourne à la gare du Nord juste pour voir si la gare voilà, elle ne m'avait jamais fait cette impression-là jusqu'ici. Donc, c'est un côté amusant pour nous qui connaissons bien les lieux de les retrouver comme ça dans un film. Donc voilà, film de genre, mais polar, mais haletant, très très bien réalisé, alors que c'est un premier film. Donc ça, c'est vraiment une prouesse. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le mentionner. Donc ça, c'était mon numéro 9. Alors pour le numéro 8, j'ai envie de dire qu'on va basculer vraiment presque dans l'opposé, puisque là, ça s'appelle... Alors, il est sorti sous deux noms, hein, donc je ne sais pas sous lequel on va le trouver. Donc en français, on l'a appelé L'Innocence, mais aussi sous le titre Monster. Et là, c'est un film japonais de Hirokazu Koreeda. Je pense qu'on en a déjà parlé aussi dans le podcast, hein, donc ça, c'est un réalisateur qu'on connaît bien. Le film a reçu le prix du scénario à Cannes en 2023. Et or ici, on est forcément c'est Koreeda, donc dans un cinéma plus intimiste. Et on a un petit garçon qui est élevé par une mère célibataire. Et il semble être maltraité à l'école, puisqu'il revient, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la mère soupçonne en fait assez vite le professeur, enfin son instituteur, d'être l'auteur des coups, en tout cas de maltraiter son enfant. Et donc elle va saisir un peu les autorités de l'école, faire pression pour que cet instituteur soit sanctionné, renvoyé, etc. Plus tard, en fait, on découvre que elle finit par interpeller aussi l'instituteur à un moment et lui dit mais non, 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 en fait, votre fils, c'est lui qui est en train d'intimider un autre élève et donc c'est pas du tout ce que vous croyez. Donc elle ne le croit pas, évidemment, et voilà. Puis on a un flashback. Le film revient à peu près au début, mais maintenant d'un autre point de vue. Et là, ce sera le point de vue de l'enseignant, justement. Et donc, certaines scènes, d'ailleurs, seront presque identiques, sauf que d'un autre point de vue, et donc on n'aperçoit pas du tout les mêmes choses. Et puis forcément, on aura des éléments supplémentaires qui nous permettront de donner voilà, un autre sens à ce qu'on avait vu jusqu'alors. Et enfin, on a un dernier flashback où on a l'occasion de voir encore un autre point de vue. Alors, du coup, forcément, c'est très très bien construit. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que en fait, quand on n'a pas tous les points de vue d'une situation, on n'a pas toute l'information. Et donc, on ne peut pas juger les choses de manière adéquate. C'est très délicat dans l'approche. Hein. Bon, comme je disais, c'est du Koreeda. Donc, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est bien. Cette alternance de points de vue, comme ça, est vraiment très intéressante. Et c'est tout tout l'intérêt du film. Voilà, donc ça, c'était pour L'Innocence donc de Koreeda, qui était mon numéro 7. Mon numéro 8, pardon, mon numéro 8. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression que Koreeda, il sort sûrement un ou deux films par an, non? Parce qu'on en parlait dans un podcast précédent. Il avait aussi fait une mini-série sur Netflix. Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Je pense que Lucas en parlait dans un épisode précédent. J'ai oublié de quel titre il s'agissait. Je pense qu'il sort il y a presque un film par an, en effet. D'accord. Et alors, on va passer au numéro 6, dans mon cas. C'est Zone of Interest de Jonathan Glazer. Et ici, donc, peut-être résumé en une phrase, ce serait le commandant du camp d'Auschwitz et sa famille tentent de créer une vie parfaite
à côté du camp. Ce serait en une phrase la description du film. Et c'est d'ailleurs un film assez troublant parce qu'on en a déjà parlé. J'ai l'impression que tu en as déjà parlé dans un podcast, mais je ne parviens pas à me souvenir duquel. Et c'est assez troublant parce qu'on est aux abords du camp sans jamais vraiment le voir en entièreté. Donc on suspecte des tours, des cheminées, on voit de la fumée, on va entendre quelques coups de feu, des cris. Le tout est souvent étouffé parce qu'on a donc des dialogues, il y a une vie assez simple, peut-être plus ou moins luxueuse qui a lieu juste à côté, donc dans le domaine du commandant. On va suivre cette famille dans le privé uniquement, donc on est totalement détaché de leur environnement. Ils vivent dans une bulle qui est créée par ces murs autour du domaine, dans un jardin, un jardin assez bien aménagé, avec ils ont leur piscine, ils peuvent aussi faire pousser des fruits, des légumes. Et ce qui est assez troublant dans cette histoire, au-delà du fait qu'on observe le tout juste en étant à côté du camp, c'est le film donne cette impression qu'on oublierait presque ce qu'il se passe de l'autre côté de ce mur et nous pousse à compatir avec les petits problèmes de la vie courante de ce couple. On voit un homme qui peut être muté, avoir une sorte de promotion parce qu'on est très content de son travail, une femme, la mère de famille qui a passé beaucoup de temps à créer ce jardin, à créer ce petit paradis à côté de l'enfer, qu'elle ne veut pas quitter, des enfants qui ont l'air d'être contents aussi dans le domaine, une nature qui est peut-être dans la zone donc, de Petite Pologne, à Auschwitz, pas loin de Cracovie, qui semble convenir à cette famille qui apprécie vivre près de la rivière, faire du kayak ou du canoë. Donc ça reste assez troublant comme manière de présenter les choses. C'est la force du cinéma de faire peut-être de nous troubler, de transmettre des émotions, de nous donner une autre perspective. C'est vrai que c'est un film qui marque aussi, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Oui, moi je l'ai vu, je l'ai pas repris dans mon top de l'année, mais je l'ai vu aussi. Moi, ce que je trouvais incroyable, c'était le travail sur le son, parce que comme tu l'as dit, on ne voit rien du camp, par contre, on entend et on sent que c'est terrible ce qui se passe à côté et que cette rumeur sourde comme ça, qui est perpétuelle, comment est-ce qu'on peut arriver à complètement ignorer en fait tout ce qui se passe à côté alors qu'on l'entend. Enfin, je veux dire, ce bruit-là ne quitte pas, sauf peut-être quand on est un peu dans la maison, mais dès qu'on est à l'extérieur, parce qu'on fait construire une petite piscine, on s'occupe du jardin, tout ça, on l'entend. Comment est-ce qu'on arrive à ignorer ça? C'est assez. En fait, c'est un film qui est très malaisant, en fait. Hein. C'est voulu, hein. C'était bien réalisé en ce sens. Moi, j'avais juste une petite réserve, c'est sur certains passages un peu oniriques comme ça qui n'ont pas très très bien compris en fait ce qu'ils viennent faire dans le film. On a comme ça, on voit une jeune fille à certains moments qui ramasse des fruits ou des choses comme ça, et qui est en plus dans une esthétique un peu de rêve, parce qu'on voit que les contours sont un peu flous, c'est noir et blanc, mais il y a un petit peu de couleur, et j'ai pas très très bien compris ces 2 ou 3 passages qui, pour moi, n'étaient pas nécessaires en fait au film. Oui, ça m'a aussi troublé. Moi, j'ai l'impression que cette jeune fille, en fait, essayait d'aider les prisonniers du camp. Donc, elle parvenait d'une manière ou d'une autre soit aux abords du camp, à placer ses fruits pour les prisonniers. Quelle est sa provenance? Je n'ai pas l'impression que ce soit. Est-ce que c'était en fait une des aides de cette famille, Mhm. si je me souviens bien? Parce qu'il y a un moment où elle disparaît, on ne parvient pas à la retrouver. Et je crois qu'elle avait passé pas mal de soirées ou de nuits à aller cacher des fruits, des pommes, des poires, tout près des outils. Et alors peut-être la seule personne que l'atmosphère a vraiment dérangée, ce serait la mère de la femme du commandant, qui ne vient passer que quelques jours sur place et qui disparaît un matin en laissant une lettre qui est rapidement brûlée par la femme du commandant. Il se pourrait que ce soit peut-être la seule personne qui ait une certaine conscience, qui ait décidé que c'était trop pour elle. C'est peut-être l'impression que ça m'a donné ce moment. Alors pour mon numéro 5, ce serait une mini-série Netflix basée sur une histoire vraie, Society of the Snow, par le réalisateur Bayona. Donc, comme je disais, c'est une histoire vraie. On va suivre ici un groupe d'amis rugbymen qui va prendre l'avion, si je me souviens bien, ils partent d'Argentine et ils vont aller vers le Chili. Au cours du vol, c'est un vol qui va avoir certaines complications. On va passer au-dessus des Andes dans des conditions très difficiles et l'avion va se crasher. Donc seul dans une vallée qui est entourée de montagnes, entièrement couverte de neige, ils vont devoir survivre dans cet environnement hostile, abandonnés par les services de recherche. Donc ils ont une petite radio, ils parviennent à entendre qu'il y a des recherches pendant 2-3 jours et puis on abandonne assez rapidement. Et ils ont donc uniquement la carcasse de l'avion
comme protection pour survivre dans des températures très compliquées. Donc essayer de tenir bon pendant aussi longtemps que possible. Je me souviens avoir lu un des livres des survivants à l'époque. C'était aussi très marquant. Et la mini-série parvient à aussi tenir la dragée haute et à réaliser vraiment une belle œuvre sur cette tragédie. C'est long comme série? Je dirais qu'il y a 5 épisodes, 5 ou 6. Comme mini-série alors. Ouais, c'est une production Netflix, mais une belle réussite. C'est pas toujours le cas. Je trouve que cette année, ils ont eu quand même quelques belles réussites. Alors moi, je vais enchaîner avec mon numéro 7 qui s'appelle Scrapper. C'est un premier film, une réalisatrice qui s'appelle Charlotte Regan. C'est un film anglais. Et là, en fait, ça met en scène une petite fille, pas une petite fille, mais à toute petite dizaine d'années, on va dire. La mère était atteinte d'un cancer et vient de mourir. Elle vivait seule avec elle. Et on est dans une banlieue pauvre de Londres. Et la petite fille, en fait, essaye de s'en sortir. Elle est extrêmement débrouillarde. Et elle fait tout, en fait, pour tromper tout le monde et ne pas montrer qu'elle vit toute seule, parce que ça signifierait forcément être placée, parce que son père inexistant semble l'avoir abandonnée. Et donc, grâce à des petites combines, elle parvient à elle vole des vélos, par exemple, qu'elle arrive à vendre. Elle parvient à payer son loyer, elle réussit à se faire à manger, etc. Et donc, voilà, elle s'en sortir jusqu'au jour où son père, justement, débarque et veut prendre un peu ses responsabilités. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a eu, avec sa mère, cette petite fille très très jeune, qu'il est encore assez immature d'ailleurs, mais il va essayer de mettre sa bonne volonté pour être père. Alors donc, on comprend comme ça une relation père-fille qui doit se nouer, qu'on a déjà vu beaucoup de fois au cinéma. Mais ici, vraiment, c'est toute l'intelligence c'est dans le traitement, puisqu'on a quelque chose de... on est dans un film, dans la comédie sociale anglaise, hein, donc c'est le genre dans lequel les Anglais justement excellent, et donc beaucoup d'humour, jamais de misérabilisme. Ce que j'ai trouvé aussi vraiment très très bien, c'est que les enfants sont impeccables, parce que c'est tellement difficile de diriger, je trouve, des enfants, qu'ils arrivent à avoir du naturel. Ici, c'est bien le cas. Le film est assez court, et alors donc, la mise en scène est très enlevée. Pour un premier film, il y a déjà on sent un certain style, en tout cas de la part de la réalisatrice. Donc voilà, sans doute quelqu'un à suivre aussi. Et donc c'était plutôt sorti en début d'année, Scrapper. Alors, juste après donc mon numéro 6, c'est un film qui est sorti il y a très très peu de temps. Il s'appelle Conclave et c'est avec Ralph Fiennes. Alors, on parle beaucoup de ce film pour le moment parce qu'il a déjà plusieurs nominations pour les Golden Globes en attendant les Oscars. Et on parle d'ailleurs beaucoup de Ralph Fiennes pour obtenir le prix de l'interprétation. Et donc ici, Conclave, en fait, on est au Vatican, hein, comme on peut assez rapidement l'imaginer. Le pape vient de mourir et donc forcément, le collège des cardinaux doit se réunir pour en désigner un nouveau. Et tout le film se passe finalement presque en huis clos, puisque on est dans cette salle et les cardinaux quittent de temps en temps évidemment la salle pour aller dormir ou des choses comme ça. Donc il y a effectivement des relations qu'on voit en dehors de la salle même du conclave. Et c'est tous les petits jeux des alliances pour choisir celui qu'on pense être le meilleur. C'est là on voit qu'on est finalement, l'Église prétend toujours que oui, tous ces cardinaux sont inspirés par Dieu pour désigner le prochain pape. En fait, dès qu'il est question de pouvoir et en fait ils font de politique, en fait c'est les intérêts personnels de chacun. Et surtout, ce qu'on voit très très fort, c'est la tension qu'il y a entre progressistes et rigoristes, vraiment tenant d'une volonté de revenir encore à revenir à des messes en latin ou des choses comme ça, tendances qui sont présentes dans l'Église aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, on n'a pas l'Église pas du tout parle pas du tout tous d'une même voix, et on voit comme ça ces petits jeux de pouvoir et tous ces cardinaux qui semblent au départ irréprochables et en fait ont plein de choses à se reprocher, et donc certaines têtes comme ça vont presque tomber au fur et à mesure que le film avance. Qui va être élu pape? En fait, il y a un certain suspense. C'est ça aussi qui est assez prenant, parce que très vite, forcément, on se doute bien qu'il y a 5-6 candidats ça devrait être l'un d'eux. Mais sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, et au fil des alliances, retournements de situation, qui va être élu pape, c'est vraiment le suspense du film. C'est très très bien interprété, bien sûr. Évidemment, fatalement, hein, quand on a Ralph Fiennes, je veux dire, il ne sait pas faire un mauvais film, hein. Ça c'est clair. On a un acteur de ce calibre, mais c'est pas le seul, hein. Tous les acteurs de manière générale sont vraiment très très bons. Il y a aussi une image assez déplorable, on va dire, de l'Église, mais j'ai envie de dire assez déplorable dès qu'il est question de pouvoir, hein, pas seulement
pas seulement de l'Église, donc eux pas mieux que les autres, quoi, finalement. Voilà, ça c'était mon numéro 6. D'accord. J'ai l'impression que ça fait quelques années que l'Église est maintenant sous le feu des projecteurs quand on parle de films et de séries. Il y a eu les deux papes il y a quelques années, aussi les Borgia, et puis le jeune pape, c'est quelques Ouais, j'ai pas titres. vu, mais moi j'ai vu aussi, je pense que ça s'appelait Habemus Papam avec Michel Piccoli, Mhm. où là il n'a pas envie d'être pape, et c'était traité sous un autre angle. Mais ici, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que c'est extrêmement bien reconstitué. Je sais pas s'ils ont tourné au Vatican, en tout cas, on s'y croit. Ça, c'est clair. On a vraiment l'impression d'y être et on voit tout le décorum, les règles à respecter, etc. Et tout ça est très, très cadré, millimétré. Ça, c'est même intéressant de voir aussi comment ça se passe, quoi. On voit aussi, d'ailleurs, ça c'est plus pour l'anecdote, mais comment est-ce qu'on fait la fumée blanche, la fumée noire, ben voilà, il y a des petits trucs qui sont faits aussi. Donc ça va jusqu'à ce niveau de détail-là. D'accord. Mais c'est aussi sur ma liste parce que j'ai vu que les critiques étaient assez bonnes dessus, Oui, donc tout à fait. ça pourrait être intéressant. Alors en numéro 4, à nouveau une série Netflix. Et ici, c'est un thème un petit peu différent de l'habitude. Ça s'appelle Baby Reindeer. C'est réalisé par Richard Gad. C'est en anglais, ça se passe en Angleterre d'ailleurs. Ça nous conte l'histoire vraie d'un harcèlement qui est plutôt inattendu. Donc c'est un mélange de harcèlement, stalker, et aussi par quelqu'un de plutôt inattendu dans le rôle du stalker. Donc on va suivre l'histoire d'un comédien qui se cherche un peu. On pourrait presque dire que c'est un comédien. Il souhaiterait faire du stand-up, il se cherche un petit peu, il fait des tours de magie. Et il a du mal à avoir du succès. Il joue dans des bars avec deux, trois clients qui le regardent. Il reçoit à peine des applaudissements. Il y a une certaine gêne à chaque fois qu'on le voit, même pas monter sur scène, donc être et jouer entre deux tables. Et donc, le reste du temps, il travaille comme barman. Et un jour, par gentillesse, il voit rentrer une femme dans un bar qui semble totalement au bord de la crise de nerfs. Je crois qu'elle en pleure, elle est entièrement trempée, pleut à verse à l'extérieur. Elle semble très désœuvrée et par gentillesse, il va lui offrir un verre, donc payé par l'établissement. Et tout d'un coup, cette femme qui se prétend avocate à succès, ayant travaillé dans les meilleurs cabinets ministériaux du pays, va à nouveau retrouver une certaine envie de vivre, une certaine passion pour la vie, et va s'attacher, être extrêmement collante avec ce pauvre comédien barman. Donc en fait, cet acte de bonté tourne mal. Ce petit rayon de soleil dans la journée compliquée de cette avocate, qui se prétend avocate, ça reste assez trouble, va la tourner en stalker et va mener à une histoire d'harcèlement incroyable qui va durer pendant 8 ou 10 épisodes, avec aussi un rôle très spécifique de la victime. Et cette fois-ci, donc, il ne faut jamais mettre le blâme sur la victime, mais ici, on va voir que la victime développe une sorte de syndrome de Stockholm, où quand il y aura des silences de la part de cette harceleuse, il va à chaque fois la relancer, parce qu'on a l'impression qu'il apprécie cette attention, qu'il apprécie d'être le centre de son monde, et on va voir à chaque fois qu'il aurait peut-être pu s'échapper de cette situation qui pose problème, il va la relancer à chaque fois, lui écrire, prendre de ses nouvelles, lui proposer d'aller boire un café ou de manger ensemble, peut-être même poser comme étant son petit copain juste pour faire plaisir à des amis ou pour sortir en soirée. C'est assez spécial de ce point de vue-là. Et il y aura aussi une partie plus spécifique sur les violences sexuelles faites aux hommes. Donc il y aura un passage qui reste peut-être un sujet dont on est très peu documenté, on parle pas souvent, mais qui fait aussi partie d'un des thèmes secondaires de la série. Avec dans les rôles principaux, vraiment un casting super pour les deux acteurs et que je ne connaissais pas du tout. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'acteur principal a réalisé la série lui-même et c'est basé sur quelque chose qu'il aurait vécu aussi, d'après ce que j'ai pu lire. C'est pour Baby Reindeer, mon numéro Ouais, 4. Et sorti alors, sous Mon Petit Renne en ah, français. mon petit renne. Parce qu'en Ouais, fait, donc cette femme l'appelle à chaque fois Baby Reindeer. C'est ok. un des petits surnoms. C'est un drame. Il y a un côté presque comique par moment. Leurs interactions, la manière dont elle écrit, elle échange beaucoup par SMS. C'est un style télégraphique avec des fautes ou des lettres qui s'inversent, qui donne chaque fois un côté assez comique aux échanges. C'est quelque chose à voir. Ça reste une expérience assez curieuse. Et alors en numéro 3, ça j'en parlais pas tant que ça, à moins que tu veuilles en parler, Tim. Donc c'est Le Comte de Monte-Cristo. On en a parlé dans l'épisode 36 sur la justice et la vengeance, un des films de l'année, avec superbe
superbe budget, costume, histoire évidemment qui est parfaite, tout le matériel était là. Donc je pense qu'au niveau on n'a pas dû trop romancer, tout était déjà en place pour créer un film épique, c'est d'ailleurs le cas. Est-ce que tu veux rajouter un truc dessus? Non, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord aussi. D'ailleurs, moi, je l'ai repris en numéro 4 chez moi. Moi, ça fait partie. Ça fait partie des grands films de l'année, comme quoi on peut avoir comme ça une grosse production, mais quand tout est bien réalisé, il y a des moyens certes, mais ils sont bien utilisés. Les moyens vont pas juste dans le cachet des acteurs, comme on pourrait le craindre, comme ça peut arriver en France hein, d'ailleurs aussi. C'est encore un film. Après, c'est le deuxième très très gros succès de l'année en France, après un petit truc en plus. Parce le Comte de Monte Cristo, je pense, est proche des 10 millions d'entrées aussi. En tout cas, on fait 8 ou 9 en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, le public s'y est pas trompé, alors que il y avait eu auparavant l'adaptation l'année dernière en 2 parties des Trois Mousquetaires, si je me souviens bien, où là, de nouveau, on avait beaucoup de moyens, mais par contre, le film n'a pas convaincu et d'ailleurs, n'a pas fait non plus énormément d'entrées. Donc, preuve que quand c'est pas tout de mettre les moyens d'avoir une bonne histoire, il faut aussi bien la réaliser. Et c'est le cas ici, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Donc, ça, c'était mon numéro 4. Donc, ça veut dire que c'est mon numéro 5 entre les deux. Mais c'est un film dont on a déjà parlé, sauf que je ne l'avais pas vu à l'époque. Lucas, vous avez parlé de Emilia Pérez de Jacques Audiard. Donc, c'était un film qui était sorti, en fait, que j'avais manqué lors de sa sortie. Je pense que c'était pendant l'été. Donc, je suis allé rattraper. Film totalement inclassable en fait, puisqu'on a à la fois un polar, puisque en fait c'est un chef de cartel mexicain qui veut changer de sexe et qui charge une avocate de faire tout le travail administratif, de créer une nouvelle identité pour pouvoir s'échapper de son milieu. Et puis après, dans la deuxième partie du film, devenue femme, cette Emilia Pérez tente un peu de réparer le mal qu'elle a causé. Et toute la difficulté aussi, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à retrouver ses enfants, puisque quand elle était homme, il était père, et puis maintenant, ses enfants, forcément, il n'a plus l'occasion de les voir, et c'est toute la difficulté aussi de les retrouver sans pouvoir le leur dire, quoi. Ce qui est assez dingue, hein, c'est qu'on ne peut pas parler de comédie musicale, donc ça, il ne faut surtout pas le classer sous ce vocable, parce qu'on n'est pas dans de la comédie, on est plutôt dans du drame, voire du mélodrame. Mais il y a des passages chantés et il y a des passages dansés. C'est ça que je dis que c'est un film très original, parce qu'il y a, voilà, l'histoire déjà pourrait sembler complètement absurde, et pourtant jamais, à aucun moment, on ne bascule dans du grotesque. On a de l'émotion, et c'est aussi très dur parce que, oui, au milieu des cartels comme ça, forcément, il y a des coups de feu, il y a du sang, hein, ça c'est inévitable. Mais donc beaucoup d'émotions avec ça et touchant, quoi. En fait, c'est ça qui est. Bon, le film est aussi, je pense, cité beaucoup de fois au Golden Globes, mais Jacques Audiard, en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'il fait des films extrêmement différents, mais à chaque fois, il se donne à fond dans ce qu'il fait. Donc, on a l'impression qu'il donne vraiment tout dans des genres comme ça, très très différents. C'est très plaisant à voir finalement aussi son travail finalement. Voilà. Est-ce que tu le conseilles pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales? Ah oui, oui, parce que oui, absolument, parce que côté musical, les comédies musicales, c'est forcément souvent, on a des bons sentiments, on a beaucoup on a quelque chose de toujours presque un peu artificiel en fait dans les comédies musicales, parce qu'au moment où arrivent les passages chantés, dansés, voilà, ça devient baroque, etc. Ici, en fait, ce qui est bien, c'est que même quand c'est dansé, il n'y a pas de baroque, ça n'est pas du tout. C'est souvent quand même beaucoup plus. C'est jamais joyeux en fait, hein, ça, il faut quand même bien le dire. Et je trouve aussi que ces chansons ne durent même pas spécialement très longtemps. Je veux dire, par rapport à une comédie musicale, je pense que une vraie comédie musicale où les passages chantés, dansés occupent beaucoup plus de place dans le film que ce n'est le cas dans Emilia Pérez. Et je peux d'autant le dire que moi, je connais des personnes qui n'aiment pas les comédies musicales, qui ont vu ce film et qui ont adoré. Donc voilà, j'insiste, ce n'est pas une comédie musicale, c'est plus un drame avec des passages chantés et dansés. C'est plus correct de dire quelque chose comme ça, et en étant en même temps un film de polar. C'est vraiment difficile à qualifier, quoi. D'accord, c'est très spécial. Tout à fait. Voilà. Donc moi, j'ai terminé avec mon numéro 5 ici et 4, Comte de Monte Cristo. Ok. Alors, pour mon numéro 2, c'est une mini-série, à nouveau par Netflix, mais basée, enfin, d'après l'œuvre de Liu Cixin. Donc, j'espère que mon chinois aura au moins la moitié. Ça s'appelle Three Body Problem. C'est réalisé par David Benioff et Weiss. On les connaît en fait parce qu'ils ont porté la série Game of Thrones à l'écran. Et donc, voici une œuvre de science-fiction à nouveau,
adapté de cette série de livres créée par cet auteur chinois. Et c'est intéressant parce qu'on découvre à nouveau une culture plutôt lointaine avec un vent de fraîcheur dans un style sci-fi qui est plutôt dominé par le monde anglo-saxon de manière générale. Et on est ici, on commence la mini-série ce sera plus qu'une mini-série parce qu'il va y avoir plusieurs saisons. On est dans la Chine des années 60, pendant la révolution culturelle, et une jeune fille va être témoin du meurtre de son père sur la place publique. Ça va la marquer profondément. Quelques temps plus tard, elle est envoyée sur un site militaire isolé et elle va travailler avec un grand télescope qui est destiné à la communication interstellaire. Donc elle avait déjà une certaine expérience scientifique, elle était chercheuse de renom et elle découvre en fait un peu par hasard qu'il lui est possible d'amplifier des signaux radio dans les années 70, un petit peu plus tard, et elle va envoyer un message vers une civilisation extraterrestre. Ce message aboutit à une réponse qui est inquiétante. Donc, la civilisation qui le reçoit, les Trisolaran, si je ne me trompe pas, sont prêts à envahir la Terre. Elle, de son point de vue, elle est encore marquée évidemment par ce qui s'est passé avec son père. Elle est totalement découragée par l'humanité, par la race humaine, si on peut dire, et elle va décider de secrètement aider ces extraterrestres en leur donnant plein d'informations sur ce qu'il se passe sur Terre, la technologie, les modes de vie. Donc, on fait ensuite un bond dans le présent avec un détective qui va enquêter sur une série de suicides de scientifiques qui sont à chaque fois des suicides très particuliers. Ce sont des personnes qui n'avaient aucune raison de se suicider, ça reste très mystérieux. Il y a un certain flou autour de ça. Et on va découvrir que certains de ces scientifiques possédaient notamment un casque de réalité virtuelle extrêmement avancé. Donc il est super léger, c'est presque une feuille de papier doré. Il a découpé un casque, mais la technologie est des années-lumière en avance de ce qu'on peut faire sur Terre. On va aussi suivre un groupe de scientifiques qui est orphelin de leur professeur, qui s'est donné la mort, qui reçoit également un casque de réalité virtuelle et qui, tour à tour, ont tenté de le porter et vont être lancés dans un jeu vidéo mystérieux qui s'appelle Three Body et qui va refléter l'évolution d'une civilisation extraterrestre au fil des âges. Donc, on va suivre notamment les différents scientifiques, on va voir Aristote, on va voir certains scientifiques chinois, Newton, et à chaque fois, il y a des problèmes qu'il faut résoudre pour passer au niveau supérieur et pour faire un bond dans la civilisation. Donc, ce qu'on va suivre, en fait, c'est donc ce groupe comprend que bientôt il va y avoir cette attaque ou cette arrivée de cette civilisation extraterrestre. Les différents personnages dans la série vont avoir ce dilemme. Faut-il collaborer avec les nouveaux maîtres qui vont arriver ou faut-il essayer de combattre et de préparer leur venue? Donc on sait qu'ils vont arriver dans quelques années. Ils voyagent à grande vitesse, mais on a plutôt une idée de à quel moment est-ce qu'ils vont arriver. Je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue sur la discussion et la réflexion sur l'humanité en elle-même, le fait peut-être d'être peut-être la lâcheté ou le pragmatisme de se dire qu'on va collaborer avec cette nouvelle force étrange dont on saisit très peu de choses. Ça reste aussi intéressant d'un point de vue scientifique avec certaines descriptions physiques qui sont intéressantes sur l'astronomie. Et donc, on va suivre ces personnages qui naviguent dans ce monde où la vérité est plutôt incertaine et avec pas mal de dilemmes sur le futur de l'humanité. Donc, j'attends patiemment la deuxième saison. Je ne sais pas quand elle arrivera. Ça devrait être d'ici peu. Alors, mon numéro 1, ce serait le film Poor Things de Yorgos Lanthimos. Donc, en français, c'est Pauvres créatures. On connaît Yorgos Lanthimos via notamment The Lobster, le homard, qui est sorti il y a quelques années. C'est un réalisateur qui a chaque fois des scénarios très spécifiques. Et ici, on va suivre l'équivalent peut-être d'une Frankenstein moderne. On a un savant fou qui crée une jeune femme de toutes pièces, mais va lui donner un cerveau ou un âge mental d'un très jeune enfant, presque même d'un bébé. On va suivre cette nouvelle créature qui est jouée par Emma Stone, qui va devoir naviguer, se déplacer dans ce monde, apprendre un peu sur le tas, éviter de se faire corrompre par le monde des hommes. C'est par moments grotesque, burlesque, c'est très créatif, surprenant. Et c'est un des films qui m'a vraiment marqué en 2024 avec aussi une superbe entente entre Emma Stone et Mark Ruffalo, qui était aussi très fort à l'écran. Très bien, très bien. Je vais enchaîner avec mon top 3 alors. En numéro 3, un film italien qui s'appelle Il primo giorno della mia vita, donc le premier jour de ma vie,
C'est un film de Paolo Genovese qui au départ apparemment est un roman. Donc le réalisateur en fait a adapté son propre livre. Et si le film démarre avec on est de nuit, une policière qui est interprétée par Margarita Bui, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est une actrice italienne assez connue, hein, qu'on retrouve souvent dans les films de Nanni Moretti. Elle se suicide. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis qu'elle a perdu sa fille, elle n'a plus vraiment de sens à sa vie, donc elle décide d'en finir. Elle pointe son arme sur elle et se suicide. Juste après, on a un homme qui arrive avec sa voiture, qui est interprété par Tony Servillo, un autre acteur italien qu'on connaît un peu chez nous parce qu'il joue dans la plupart des films de Paolo Sorrentino, qui vient la chercher, donc elle semble toujours vivante, et dit voilà, maintenant vous m'accompagnez. Et elle rejoint ainsi d'autres personnes, 3 autres personnes en fait. Donc on a dedans une gymnaste qui est en fauteuil roulant, un coach de vie qui fait des conférences et qui a apparemment pignon sur rue, qu'on invite partout, et un adolescent vraiment en surpoids qui fait des vidéos sur YouTube. Ces 4 personnes, en fait, se sont suicidées, mais obtiennent un sursis d'1 semaine. Et guidés comme ça par un mystérieux homme, qui est interprété par Tony Servillo, se retrouvent dans un hôtel, presque hors du temps, parce que en fait, personne ne voit cet hôtel, personne ne les voit vraiment non plus. Chef d'orchestre, entre guillemets, va comme ça leur faire vivre certaines choses pour qu'elles prennent à l'issue de ces 7 jours une vraie décision. Voulez-vous vraiment en finir avec la vie? Alors, donc on n'est plus dans du réalisme magique, hein, forcément, hein, tu l'auras compris. Et alors, moi j'ai vraiment été cueilli par le film petit à petit, surtout grâce au fait qu'on s'attache en fait à tous ces personnages, parce qu'on découvre pourquoi ils ont décidé d'en finir, et pourquoi aussi, s'ils décident de revenir à la vie, ben leurs problèmes ils seront toujours là en fait. Donc il n'y a pas d'angélisme de nouveau. Ben, la femme qui a perdu sa fille, ben, elle aura toujours perdu sa fille, et on va pas lui donner l'opportunité de la revoir, qu'elle pourrait essayer. Non, elle doit y faire face, quoi. En tout cas, si elle décide d'y faire face, de revenir à la vie, elle devra continuer à y faire face. Ça montre aussi comment tous ces personnages peuvent s'entraider, et il y a malgré tout aussi un certain suspense, parce que la réponse de est-ce que finalement je veux continuer à vivre, eh ben, elle n'est pas si évidente que ça, parce que chacun d'entre eux avait des raisons, on peut pas dire des bonnes raisons, mais en tout cas des raisons d'en finir, grâce à l'empathie qui est dégagée par le film, et que le spectateur parvient vraiment à comprendre, sans pour autant verser dans le sentimentalisme. Donc ça, c'est toute la prouesse du film. Voilà, donc, vraiment très grand film qui était sorti ici en Belgique en début d'année, Il primo giorno della mia vita. Alors en numéro 2, j'avais dit que le top 10, enfin mon top 11 en l'occurrence était éclectique, mais donc c'est le cas là, on bascule complètement dans un autre genre, puisque c'est Dune partie 2. Alors tu connais mon aversion pourtant pour la science-fiction, donc je pointe un film de science-fiction en numéro 2 dans mon top ciné est quand même assez remarquable, hein, tu peux le dire. Mais est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Dune? Je ne pense pas. Grand classique de la science-fiction adapté par Denis Villeneuve en 2 parties, et donc cette année on a eu le droit à cette 2e partie. Certes, il a mis les moyens, donc c'est un film avec, voilà, il y a de l'argent effectivement derrière, mais c'est tourné beaucoup en décor naturel parce que c'est ce qu'a voulu Denis Villeneuve, et du coup, je trouve que on sent pas trop les images, enfin, forcément il y a des images de synthèse, mais le fait que ce soit tourné en décor naturel apporte un certain cachet au film. La musique est incroyable, c'est du Hans Zimmer, mais donc voilà, ça c'est du Hans Zimmer comme on l'aime. Moi j'ai trouvé aussi que Timothée Chalamet, qu'on voit comme un jeune garçon un peu frêle comme ça, acquiert beaucoup plus que dans le premier film un certain charisme, parce que c'est un peu l'élu, donc c'est lui qu'on doit, c'est sur lequel repose un certain espoir, en tout cas l'espoir du peuple de la planète de Dune justement. Et alors, je ne sais plus si c'était en off ou si on a eu l'occasion d'en parler ici dans ce podcast. Moi, je trouvais que le propos est quand même particulièrement visionnaire, parce que c'est un roman des années 50 ou 60. En fait, on traite déjà d'écologie, et c'est pas une réécriture comme on peut malheureusement le voir aussi parfois quand on a des adaptations où on découvre parfois aujourd'hui des auteurs comme ça début du XXe siècle qui deviennent féministes, hein, tout d'un coup, parce que simplement c'est relu avec avec les codes d'aujourd'hui. Là, pour le coup, le fait que l'homme exploite trop les ressources, c'est vraiment un des sujets de Frank Herbert. Donc je trouve que c'est presque violent de voir qu'on avait déjà ça à cette époque-là et qu'on n'avance pas sur le sujet. Toute la mythologie qui est créée autour des Bene Gesserit, je ne sais plus si on prononce exactement comme ça, est voilà, très 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 intéressante aussi. Donc voilà, il y a un super matériau, certes. Après, à niveau réalisation, waouh, quoi. On est vraiment dans du film waouh, en fait, hein. Et ça, c'est la preuve aussi qu'on sait faire du film d'auteur
avec des moyens à Hollywood. Et ça, c'est réjouissant aussi. Et alors, mon numéro 1, eh ben, on va encore changer complètement de genre pour l'occasion, parce que là, on est dans un film intimiste anglais qui s'appelle All of Us Strangers, qui est aussi, qu'on connaît en France sous le titre Sans jamais nous connaître, et c'est réalisé par Andrew Hay. Alors là, en fait, on suit un... En fait, d'abord dire que donc c'est plutôt sorti en début d'année 2024, et on a pourtant deux acteurs qui ont vraiment breaké cette année, puisque les deux acteurs principaux, c'est Andrew Scott et Paul Mescal. Andrew Scott qu'on a vu dans la série Ripley, qui se retrouve en fait dans à peu près tous les tops peut-être pas dans le tien, peut-être que je sais pas si tu as vu, enfin, non, tu n'as pas Non, encore pas du vu. tout. Mais donc il se retrouve dans beaucoup de top séries parce que apparemment c'est une des séries de l'année Netflix, je pense. Et alors Paul Mescal, c'est évidemment Gladiator 2. Donc deux acteurs qui ont vraiment breaké cette année et qu'on peut voir tous les deux dans ce, j'ai envie de dire petit film parce que c'est passé presque inaperçu lors de sa sortie. Et alors donc Andrew Scott interprète le rôle d'Adam qui vit dans une tour à appartement, tour qui semble à peu près vide, il ne rencontre personne, voilà, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Il écrit des scénarios, donc ça c'est son métier. Et dans l'écriture de ces scénarios, ben, il va être amené à revenir un peu sur les traces de son enfance en fait. Et puis il rencontre aussi dans cet immeuble une autre personne, donc un homme qui s'appelle Harry, qui est interprété par Paul Mescal. Ben, début, ils sont tous les deux gays. La relation va quand même être un petit peu difficile au début parce que surtout Adam, donc Andrew Scott, est très introverti. Et donc, au début, ça n'a pas l'air de trop matcher. Et voilà. Et donc, comment leur relation va évoluer, ben ça, on va le voir au fil du film. Mais surtout, en fait, Adam, dans le cadre de l'écriture de son nouveau scénario, donc retourne dans la maison de son enfance. Et avant même d'y arriver, alors que ses parents sont morts, ben il redécouvre son père qui n'a pas changé. Donc, il retrouve tel qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Et qui le guide comme ça jusqu'à sa maison où il retrouve sa mère aussi. Mais c'est l'occasion, en fait, pour cet homme de quand on a perdu ses parents trop tôt, en fait, ben, on n'a peut-être pas eu l'occasion de tout leur dire. Et c'est l'occasion, ben, justement, d'avoir presque une intimité finalement qu'il n'a jamais connue avec eux. Et toute la question, c'est ben, est-ce qu'on est dans le rêve, dans la réalité? De la même manière, la relation que Adam va avoir avec Harry, est-ce qu'on est dans le rêve, est-ce qu'on est dans la réalité? C'est un peu difficile à expliquer, mais en fait, le film est vraiment dans une espèce d'onirisme comme ça, où les frontières sont pas clairement définies, tout est un peu flou. Et c'est en ce sens que c'est extrêmement bien réalisé est extrêmement émouvant aussi. Moi, j'ai rarement été aussi ému par un film au cinéma. Donc moi, c'est vraiment donc, top de l'année, ça c'est sûr. Et même c'est un film qui restera, je pense, dans mes, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dans mes meilleurs films de tous les temps. Enfin voilà, c'est un film qui reste comme ça, tellement ça m'a marqué. Alors, il faut aussi noter, la musique est très, très bien choisie. Donc on retrouve notamment The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, ainsi que une chanson des Pet Shop Boys, si je me souviens bien, Always on My Mind, qui sont toutes les deux qui apportent vraiment beaucoup au film aussi. Voilà, donc on est vraiment dans un film très intimiste, alors extrêmement bien joué parce que je trouve que les deux acteurs, mais surtout Andrew Scott, a un regard terrible. C'est incroyable ce qui se passe de choses sur son visage parce que c'est filmé souvent à hauteur de visage. Et voilà, vraiment un très 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 grand film. J'ai remarqué aussi parce que j'ai un peu parcouru les tops de l'année des critiques. C'est un film qui se retrouve très souvent dans les tops, hein. Donc, malheureusement, pas énormément de succès au box-office, je pense. Un film absolument à découvrir. D'accord. En fait, je l'ai vu parce que j'ai passé quelques tops en revue aussi pour avoir des inspirations lors des passages au cinéma. Et je me souviens avoir vu celui-là aussi. Et tu disais qu'un des deux a eu une série à succès sur Netflix. Il faudrait que je regarde parce que Oui, ça ne me dit rien. Ripley, ben, une nouvelle adaptation du roman de Patricia Highsmith, hein, c'est ça? Ah oui, d'accord, d'accord. Qui est en noir et blanc aussi. Donc, moi, j'ai pas vu, hein, mais la série s'est très très fort fait remarquer. Ah oui, d'accord. On l'a vu, moi Le- je le connaissais avant parce qu'il jouait le rôle de Moriarty dans la série Sherlock de la BBC. Oui, Donc, ça tout c'est à comme ça fait. je le connais aussi. Oui. Ah, très bien. Donc ça fait un super top alors pour terminer. Il y a des films de 2024 que tu souhaiterais voir peut-être en 2025 ou d'ici la fin de cette En fait, j'ai année. encore. Oui, j'espère que du Qu'est-ce qui coup, manque à la liste? il me manque un petit film français qui s'appelle 20 dieux et qui se passe, je pense que c'est dans le Jura. On a comme ça un jeune homme vraiment très très jeune qui vit à la campagne. Donc, je pense que ses parents sont fermiers ou quelque chose comme ça. Et en fait, il s'ennuie, il veut pas faire ça, il fait pas grand-chose de ses journées. C'est un film apparemment avec très peu de moyens, mais qui instille voilà, une petite musique
qui est touchant apparemment. Donc ça, c'est apparemment un film qui est à voir. Même si c'est, voilà, de nouveau, ça va pas faire énormément d'entrées, ça va pas peut-être pas rester encore très très longtemps à l'affiche. Donc ça, il va falloir que je me dépêche sans doute. Je pense que dans les films de 2024, voilà, et alors il y a éventuellement, ça ne sais pas encore si je dirais, mais l'histoire de Suleiman un film qui s'était fait remarquer à Cannes en 2023. Ça, c'est, je pense, éventuellement encore deux films de 2024 qui me manqueraient. Et qui, bah, du coup, ne se retrouveront pas dans ce top 10, donc on verra bien. Oui, l'histoire de Suleiman, j'en ai entendu parler aussi, sur l'invisibilité des migrants, notamment, Oui, dans nos sociétés. tout à fait. D'accord, très bien. Donc, il y a encore de belles choses à voir, des films intéressants et provocants. Donc, super. Donc, merci beaucoup, Thib. Je te souhaite une bonne Merci, fin Max. d'année et pour 2025, de superbes lectures et de belles découvertes au cinéma aussi. Ouais, toi aussi. Salut, Max. À bientôt. Merci. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.